Quel rôle a joué la CNDDR, la Commission de désarmement, démantèlement et réinsertion, dans l'expansion des gangs à Port-au-Prince de 2007 à nos jours? Dans cette vidéo qui présente un récit d'un agent de la MINUSTAH en Haïti, nous allons découvrir comment les politiciens à l'époque ont conspiré pour protéger et étendre l'influence des gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Haïti, Port-au-Prince, février 2007. Les efforts de la MINUSTAH se recentraient sur leur mandat de stabilisation. Il n'y avait pas grand-chose à stabiliser en province, car après les émeutes électorales de courte durée, elle était redevenue la belle au bois dormant. La violence ne se manifestait que dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où les gangs contrôlaient les bidonvilles. Il y avait quotidiennement des échanges de coups de feu entre les casques bleus de la MINUSTAH et les gangs à Cité-Soleil, sans pour autant que cela mette fin à la domination des gangs armés. Les troupes de l'ONU n'étaient pas autorisées à attaquer les bidonvilles, elles étaient simplement autorisées à maintenir une ceinture de postes de contrôle et de positions militaires tout autour. Les gangs s'en prenaient à nos forces militaires juste assez pour continuer à faire régner la terreur. C'était un problème de politique qu'on m'avait expliqué maintes et maintes fois. Le gouvernement de Préval n'avait pas oublié qu'il avait été élu grâce au pouvoir de ces gangs et ne voulait plus d'attaque. Au lieu de cela, une solution pacifique fut privilégiée et un programme de désarmement des chimères mis en œuvre par le PNUD et la MINUSTAH. On créa une section spéciale au sein de la MINUSTAH, la section DDR, désarmement, démantèlement et réinsertion pour s'occuper de ce désarmement, et le PNUD et la communauté internationale financèrent la contrepartie gouvernementale, la CNDDR, la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion. Il s'agissait de l'un des budgets les plus importants alloués à la MINUSTAH, à l'époque, mais aussi pendant les années qui ont suivi. Il était incontestable qu'un tel programme pour ces jeunes criminels dans les bidonvilles était indispensable. Mais les modalités, par contre, me semblaient tout à fait contestables. Les critères de réussite tels que les définissait le gouvernement haïtien différaient sensiblement de l'idée originale du programme des Nations Unies. Les membres des gangs reçurent une formation, un salaire et la réintégration dans de nouveaux quartiers en échange de leurs armes. Mes informateurs de Cité-Soleil et de Martissan voulaient que je les fasse participer au programme pour qu'ils puissent eux aussi avoir droit à l'éducation et une formation professionnelle gratuite. Je leur ai dit que je ne pouvais pas prendre le risque qu'ils s'impliquent avec ces membres de gang. Ils ne comprenaient pas pourquoi la MINUSTAH offrait tous ces avantages aux membres des gangs et pas aux autres jeunes de Cité-Soleil. À l'époque, je ne connaissais rien à la vie de Cité-Soleil. Je considérais mes informateurs comme des exceptions et je pensais que tous les autres jeunes de Cité-Soleil étaient des monstres des ténèbres, des zombies. Quand j'ai réalisé des années plus tard que les 3/4 des gens ne voulaient pas vraiment être des criminels, c'est alors que j'ai compris que ces programmes des Nations Unies ignoraient la majorité des jeunes et se contentaient d'aider les éléments violents. On avait l'impression que la MINUSTAH traitait les membres des gangs comme des VIP par rapport au reste de la population. Tous ceux qui avaient accepté de faire partie du programme DDR ont reçu une carte d'identité avec photo du programme, ce qui les mettait plus ou moins à l'abri contre toute tentative d'arrestation par la PNH. En même temps, on pouvait avoir des doutes, avaient-ils vraiment l'intention de désarmer les gangs et diminuer leur pouvoir? Cela aurait dû mettre la puce à l'oreille des autorités en place, nommées par le gouvernement, et dire à la MINUSTAH et au PNUD de ne pas soutenir inconsidérément le programme gouvernemental. L'homme en charge du programme, Alix Bien-Aimé, n'avait ni l'expérience de tel programme, ni celle des jeunes délinquants. En fait, c'était un prisonnier politique du régime de Baby Doc. Prisonnier politique d'un dictateur faisait toujours bonne figure dans un CV pour un projet humanitaire. Pas besoin de regarder de plus près ses compétences ou son expérience. Or, s'il s'était fait arrêter, c'est parce qu'il avait une plantation de marijuana et non pas parce qu'il s'était opposé à l'oppression d'un dictateur. Malgré tout, même si le gouvernement n'avait pas trouvé cette nomination suspecte, il n'avait aucune excuse dans le cas du commandant en second du programme, Jean-Baptiste Jean-Philippe Delmat, que personne ne connaissait par son vrai nom, mais par son pseudonyme Samba Boukman. Boukman était une figure de l'histoire, un héros révolutionnaire de la lutte pour l'indépendance d'Haïti en 1804, et Samba en créole signifie chanteur.
Samba Boukmans n'était pas seulement un chanteur révolutionnaire pratiqué le vaudou, c'était l'un des principaux intermédiaires entre Aristide et les Chimères. Après la mort de Dread Wilmé, il était devenu la voix d'Aristide pour les gangs. Il faut dire qu'il avait des compétences exceptionnelles qui ne figuraient pas dans son CV pour cet emploi. C'est lui qui avait initié et coordonné le massacre et la décapitation des officiers de la PNH lors du soulèvement des gangs pendant l'opération Bagdad. C'est aussi lui qui avait mobilisé les gangs et la population au sein des bidonvilles pour qu'ils manifestent leur soutien à Préval lors des élections de 2006, y compris pour le raid du CEP à l'hôtel Montana. Le loup était devenu le berger. Il était la personne la moins susceptible de tout le pays à avoir intérêt à démanteler la force des Chimères, et cela n'a jamais été son objectif. L'échec de la CNDDR s'est manifesté par le choix même de ses membres. La plupart des membres de cette entité a été choisi pour des raisons politiques visant à garantir le contrôle des zones à haut risque à des fins purement électorales. Samba Boukman a utilisé le programme pour renforcer l'organisation au sein des gangs criminels et les a unis plus que jamais sous l'égide de la CNDDR. L'argent dont il disposait lui a même permis de recruter les quelques gangs qui avaient d'autres alliances politiques. Il n'avait de compte à rendre à personne, pas même son patron officiel. La première fois que je l'ai vu, c'était bien avant sa position au gouvernement à l'hôtel Christopher. C'était au début de la mission, lors du pic de l'opération Bagdad. Samba Boukman avait été invité et avait obtenu en échange la garantie de ne pas être arrêté s'il acceptait de se rendre à une réunion secrète avec le RSSG de la MINUSTAH pour négocier une paix entre les gangs et la MINUSTAH. Juste avant cette réunion, quelqu'un de l'unité de protection rapprochée est venu me voir au sujet des appareils de surveillance électronique. Le RSSG avait des raisons de croire qu'il y avait une fuite des renseignements. L'officier savait que j'avais de l'expérience dans ce domaine. La plupart des communications se faisaient encore sur un système analogique, ce qui rendait le piratage assez facile, mais la logistique à mettre en œuvre pour de telles écoutes, ainsi que les heures d'écoute ou de rappel, auraient demandé beaucoup d'efforts. Mon premier diagnostic à l'époque était que la surveillance électronique était trop compliquée et n'était pas nécessaire. Il était bien plus probable qu'il y ait des fuites dans l'entourage du RSSG. Lorsque Samba Boukman est entré dans le parking VIP, le chauffeur du RSSG l'a accueilli comme un frère. Le chauffeur était le service de surveillance en question. Il aurait été intéressant de savoir qui, à la MINUSTAH, avait présenté sa candidature et combien d'employés supplémentaires avaient été embauchés avec la même recommandation. C'était probablement un international qui avait servi dans une précédente mission des Nations Unies pendant les mandats d'Aristide et de Préval et avait adopté les coutumes locales. C'était un terme de l'époque coloniale britannique, quand les gouverneurs de l'Empire britannique défendaient la cause des indigènes contre la reine. Il existait toujours un risque de préjugés et de préférences politiques pour les fonctionnaires internationaux qui avaient pourtant de bonnes intentions, mais cela pouvait créer, dans des cas extrêmes, un effet de sabotage. À la MINUSTAH et dans d'autres organisations, nous nous attendions à ce que certains de ces indigènes occupent des postes élevés et influents. Le programme CNDDR n'a jamais été mis en œuvre pour collecter un nombre important d'armes, ni pour transformer des membres de gangs en citoyens pacifiques. Ceux qui faisaient la pluie et le beau temps en Haïti ne pouvaient pas permettre que cela se produise parce que les gangs jouaient un rôle essentiel dans ce système. Pour ce rôle, ils avaient besoin de leurs outils, de leurs fusils. Les armes, même les anciennes armes de poing, étaient chères en Haïti. Un vieux revolver tout rouillé de calibre 38 coûtait 600 $ américains à Cité Soleil. Ce qui aurait coûté moins de 30 $ dans un magasin d'armes à feu en Floride coûtait les yeux de la tête en Haïti. Un pistolet Glock 9 valait 2000 $ américains contre 600 à Miami. Quiconque achetait une arme en Floride puis la perdait et l'expédiait en Haïti pouvait faire un bon bénéfice. C'était d'autant plus vrai avec les munitions, car le prix d'une balle de 9 mm à Cité Soleil coûtait en moyenne 3 $, alors qu'on pouvait trouver 500 cartouches de 9 mm en Floride pour 73 $. En échange de 500 cartouches, n'importe quel gang en Haïti était prêt à vous jurer loyauté et fidélité. Les officiers de la PNH manquaient toujours de munitions, d'autant plus qu'elles étaient très chères. Quiconque ayant accès à la logistique de la PNH
préférait vendre ses armes à des hommes politiques ou des hommes d'affaires plutôt que de les remettre aux policiers sur le terrain. Comme nous le voyons, il n'a jamais eu une volonté politique de la part des dirigeants à l'époque pour en finir avec la violence urbaine et ramener la paix à Port-au-Prince. C'est d'ailleurs ainsi que les hommes politiques et les hommes d'affaires ont pu acheter la loyauté des gangs avec des munitions. Ce cercle vicieux augmentait la puissance de feu des gangs et la vulnérabilité de la police nationale haïtienne. Les chimères qui contrôlaient les zones très peuplées pouvaient offrir sur un plateau des élections réussies aux politiciens et garantir la sécurité des entreprises autour de leurs bastions de façon bien plus efficace que n'importe quelle unité de la PNH. Les hommes politiques avaient besoin de gangs puissants et les hommes d'affaires préféraient traiter avec les gangs plutôt que de voir la loi respectée. Les officiers de la PNH servaient en général de cible et se faisaient tuer par leurs armes de service. Chaque arme supplémentaire pour le gang était un tireur de plus. Un bandit armé de plus augmentait leur pouvoir et le contrôle qu'ils exerçaient sur la ville. Les gangs n'avaient pas accès au port d'Haïti ni aux magasins d'armes à Miami. Ils recevaient leurs armes d'hommes d'affaires de leur connaissance ou de représentants élus au Parlement, sénateurs ou députés. Un député était ce que les Haïtiens appelaient un membre de la chambre basse du Parlement. Les parlementaires avaient recours aux gangs pour les élections et les manifestations, pour le trafic de cocaïne, et la PNH était à leur solde. La cocaïne était soit larguée au-dessus de la mer et ramassée par les pêcheurs, soit débarquée sur des sites de débarquement improvisés ou sur des routes à l'intérieur du pays. La marijuana arrivait par bateau de la Jamaïque. D'innombrables navires débarquaient dans les ports non contrôlés d'Haïti depuis les eaux internationales. Ce qui était autrefois utilisé pour envoyer des armes à des alliés américains en Amérique du Sud était aujourd'hui connu sous le nom de l'autoroute des Caraïbes, et elle acheminait le trafic de cocaïne d'Amérique du Sud vers les États-Unis, le Canada ou l'Europe. Haïti était l'un des principaux points de transit de cette autoroute. Les estimations de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, la DEA, équivalent de la Brigade des stupéfiants en Amérique, étaient très probablement très inférieures à la quantité réelle de cocaïne expédiée par Haïti. Les Haïtiens parlaient très ouvertement de qui était impliqué dans le trafic de drogue. Il n'y avait pas beaucoup de secrets, même si énormément de personnes étaient impliquées. L'absence totale de tout contrôle gouvernemental sur l'espace aérien ou la côte haïtienne a fait d'Haïti un paradis pour tout type de marchandises de contrebande. L'opportunité de transit non contrôlé en Haïti impactait de nombreux pays voisins. Des armes haïtiennes étaient utilisées par des gangs criminels sur plusieurs îles des Caraïbes. Les Jamaïcains appelaient ce trafic « Guns for Ganja », l'échange de marijuana de la Jamaïque contre des armes et des munitions d'Haïti. Les sénateurs et députés ainsi que les entrepreneurs haïtiens facilitaient la contrebande. Les armes qu'ils achetaient pour les gangs n'étaient pas des dons, c'était un investissement pour les futures élections et l'outil que les gangs allaient utiliser pour remplir leurs contrats. La CNDDR n'allait pas changer cela. La MINUSTAH avait pour mandat de soutenir le gouvernement haïtien. Puisque le gouvernement haïtien était élu sur la base du pouvoir des gangs, les efforts de la MINUSTAH se limitaient à des échanges de coups de feu avec les gangs à la périphérie de leur quartier général. Les hommes politiques poursuivaient leur activité de trafic de drogue et les gangs conservaient leurs armes, leur outil de travail. L'opération Bagdad a marqué un tournant important dans l'explosion de la violence urbaine. Comme par ironie, le départ forcé d'Aristide, qu'Aristide lui-même considère comme un kidnapping, a présagé l'éclatement de la criminalité, notamment le kidnapping à Port-au-Prince. Le processus de réintégration des chimères était une version exceptionnelle de ce processus et visait à accroître le pouvoir et l'influence du gouvernement. La plupart des membres de gangs étaient restés sur leur territoire, mais certains ont en fait été transférés dans la zone de Carrefour. Carrefour, une commune située au sud de Port-au-Prince, était une zone très peuplée et elle n'était pas encore contrôlée par des gangs. La CNDDR allait changer cela et intégrer des membres de gangs de Boston de Cité Soleil à Carrefour. Le gouvernement faisait d'une pierre deux coups. Le gang de la région de Boston avait des liens historiques avec les entreprises proches de la route nationale numéro 1 et de la route de l'aéroport et non avec le gouvernement de Préval.
Leur intégration dans Carrefour permettait de séparer ces membres de gangs de leurs alliés d'autrefois et en faisait les nouveaux contrôleurs de la communauté de Carrefour pour le gouvernement de Préval. Le programme DDR n'avait absolument aucun impact positif sur les statistiques de la criminalité. Ce n'était une surprise pour personne. En revanche, le fait que des milliers de casques bleus ne puissent rien y faire, ça, c'était inacceptable. Les opérations militaires efficaces des Nations Unies de mai et juillet 2005 étaient de l'histoire ancienne, et ce qui était pour les gangs et leurs alliés politiques une force d'occupation étrangère illégale est devenu la MINUSTAH Tourista pour la population générale de Port-au-Prince. Il n'y avait rien à répondre, ils avaient raison de nous appeler MINUSTAH Tourista. L'insécurité est restée au même niveau qu'avant les élections. En décembre 2005, 63 enlèvements avaient été signalés au centre des opérations de sécurité de la MINUSTAH et il ne s'agissait que d'une partie de chiffres officieux qui restaient secrets. Les enlèvements étaient les actes criminels les plus redoutés car ils s'accompagnaient en général de violences sexuelles. Des Haïtiens lambdas se faisaient enlever par des gangs à Cité-Soleil ou dans d'autres bidonvilles et les cibles les plus précieuses se faisaient kidnapper par des gangs criminels dans les quartiers riches. Si les ravisseurs pensaient que la rançon la plus élevée possible avait été obtenue, ils acceptaient de libérer la victime. Dans certains cas extrêmes, les victimes décédaient en captivité. C'était une forme de terreur, et elle était si répandue que la population en général avait peur d'aller à l'église le dimanche matin. Le règne de la terreur a commencé quand Aristide a quitté le pays en 2004. Les zombies qu'il avait laissés derrière lui ont déclaré qu'il avait été kidnappé. Les années précédentes, les enlèvements ne visaient jamais les gens du peuple. Les victimes étaient soit des cibles très médiatisées, ce qui leur permettait de réclamer une rançon élevée, soit ils avaient une dimension politique ou étaient liés au trafic de drogue. Ces gangs opéraient déjà dans des zones résidentielles plus sûres, mais ciblaient leurs victimes sur la base d'informations privilégiées et ne se contentaient pas de ramasser des citoyens au hasard dans la rue. Mais c'est ce que faisaient les zombies. C'était une honte pour la MINUSTAH. Malgré tous ces officiers militaires et policiers des Nations Unies déployés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, personne n'avait trouvé aucune stratégie pour lutter contre cette forme de criminalité. De plus, la création de l'unité anti-enlèvement composée d'officiers de la PNH et du NPOL n'avait rien changé à l'affaire. Dans plusieurs de ces cas, Gus, JT et les hommes de l'ombre avaient récolté des informations crédibles sur les gangs responsables des enlèvements et les avaient transmises à l'entité nouvellement créée sans aucun résultat. Ils craignaient même que leurs rapports mettent en danger leurs informateurs confidentiels. Dans plusieurs de ces cas, des victimes qui avaient été kidnappées avaient rapporté après leur libération que les gangs de kidnappeurs disposaient d'informations très détaillées obtenues en interne de la PNH et des Nations Unies. Plusieurs de ces gangs se composaient en fait de ex-PNH ou de policiers en service. Une dame âgée avait été kidnappée en février 2007 et voulait signaler le crime à la police après sa libération. Elle avait constaté que le premier officier qu'elle avait vu au poste de police était l'un de ses ravisseurs. Il n'était même pas gêné ou embarrassé, il lui a juste dit de rentrer chez elle dans sa famille. La population ne faisait pas confiance à la PNH et était en train de perdre le peu de confiance qu'elle avait en la MINUSTAH. Le grand public a commencé à exprimer sa déception et à demander ce que faisaient tous ces militaires, policiers et personnels civils dans leur pays. Les internationaux du personnel de la MINUSTAH n'étaient pas pris pour cible dans cette vague d'enlèvement et pouvaient profiter de leurs loisirs en toute tranquillité en Haïti. La population voyait au jour le jour les véhicules blancs avec les grosses lettres noires de l'ONU sur le côté garé devant les meilleurs restaurants, ou s'acheminer vers les supermarchés de luxe, ou le week-end se diriger vers les belles plages à l'extérieur de Port-au-Prince. En interne, nous nous sommes mis à appeler notre mission Opération Gardien de plage. La plupart des gens avaient déjà oublié qu'au début de la MINUSTAH, 2 pilotes d'hélicoptères russes de la MINUSTAH avaient été enlevés par un gang à Cité Militaire. Cela ne s'était pas passé comme prévu, et sans doute était-ce la raison pour laquelle les internationaux de la MINUSTAH avaient désormais été exclus de la liste des futurs kidnappeurs. Avec Bertrand Bourguin, il n'était pas question de négocier. Les ravisseurs détenaient les victimes à Cité Militaire.
L'emplacement exact n'était pas connu, donc une opération de sauvetage n'était pas envisageable. Mais John Taylor a identifié le gang et a commencé à recevoir des informations privilégiées. Bertrand a insisté pour ne pas payer un centime pour les pilotes et a commencé à appeler le chef du gang par son nom et a fait savoir qu'ils étaient connus de nous. Soit ça les a contrariés, soit ils ont eu peur. En tout cas, ils ont libéré les pilotes qui ont été retrouvés indemnes dans une station-service près de Cité Soleil quelques jours plus tard, sans qu'il ait été besoin de payer une rançon. Ils leur ont même donné 250 gourdes haïtiennes pour prendre un mototaxi pour rentrer chez eux. Nos membres du personnel national qui se déplaçaient dans des véhicules privés n'ont pas eu autant de chance. Beaucoup ont été victimes d'enlèvements. Frantz et moi courions aussi le risque d'être kidnappés. Nous nous étions procuré un véhicule privé car nous n'aimions pas être associés tout le temps à la MINUSTAH. Cela nous permettait de nous fondre dans le décor. Il paraissait que le même genre de véhicule que le nôtre, de la même couleur, circulait pour attirer des tentatives d'enlèvement, ce qui avait provoqué une intervention active d'individus armés dans un véhicule de l'ONU. On a dit que le Toyota 4Runner blanc était utilisé comme appât. Une stratégie très efficace qui n'a pas duré très longtemps. Pourtant, les Toyota 4Runner blancs sont devenus le véhicule le plus sûr contre les menaces d'enlèvement dans la capitale. Les élections démocratiques et le nouveau gouvernement n'avaient apporté aucune amélioration quant à la sécurité de la population ni à la sécurité tout court. Préval avait été élu par la masse des partisans d'Aristide et les gangs s'étaient sentis encouragés et plus forts qu'auparavant. Les principaux chefs de gangs avaient des contacts étroits avec le gouvernement et parfois des véhicules du palais national les récupéraient sur leur territoire pour dîner avec le président. Les chiffres réels des actes criminels étaient au mieux incomplets. Le taux de meurtre se limitait aux cadavres trouvés le matin dans les rues. Car quand quelqu'un se faisait tuer en général, la famille le déposait dans une morgue privée. Personne ne savait combien de personnes étaient tuées chaque jour à Port-au-Prince. La seule amélioration que les gens constataient, c'est que la PNH ramassait les cadavres et les amenait à la morgue de l'hôpital général. Auparavant, ces corps pouvaient rester dans la rue pendant des jours. Certains ont même été mangés par des porcs. C'était la raison pour laquelle je ne mangeais jamais de porc dans ce pays. C'était principalement les dépouilles de criminels avérés ou de personnes tuées dans une zone où on ne les connaissait pas. Le seul chiffre relativement répertorié était lié aux enlèvements. L'ambassade des États-Unis a enregistré 60 citoyens américains enlevés en 2006 et Haïti devançait désormais la Colombie en matière d'enlèvement. Le soutien politique apporté aux gangs du palais national rendait les choses plus compliquées. Et c'était comme opérer derrière les lignes ennemies, puisque nous travaillions contre les gangs et contre le gouvernement. À la veille de la venue d'une nouvelle force onusienne en Haïti, présidée par les Kenyans, doit-on s'attendre à des résultats différents? Peu à peu, j'ai commencé à savoir m'y prendre avec les gangs et j'ai réussi à développer mes propres sources, à avoir mes propres informateurs pour Cité Soleil et les gangs opérant à Martissan. Comme de vastes territoires de Port-au-Prince étaient complètement hors la loi, comme toute intervention des troupes militaires des Nations Unies était soumise à des règles compliquées et contraignantes, nous tentions de combler le vide. On s'impliquait toutes les fois où on pensait que c'était vital. Personne ne nous en empêchait. Nous étions 4 dans l'unité de patrouille, JC, le chef, canadien, ancien officier d'infanterie, et puis Abuelo, Manu et moi. Manu avait été un véritable rebelle pendant de nombreuses années avant de rejoindre l'armée régulière après la guerre civile dans son pays. Je n'ai jamais vu personne d'aussi détendu quand on lui tirait dessus. Gus s'était adjoint les services de Daniel dans le bureau du RSO et John Taylor s'était adjoint ceux de Jack, un informaticien doté d'une arme à feu. C'est lui qui avait développé la base de données de la sécurité. Il y avait Frantz et Sierra Tango, l'instructeur de tir, Ray. Il n'était pas seulement un tireur d'élite dans les forces spéciales de son pays, mais aussi une machine de boxe thaïlandaise. Aucun de nous n'était obligé de le faire, mais nous voulions bien faire. Avec Tommy Dutch et les hommes de l'ombre, nous avons opéré derrière les lignes ennemies. En Haïti, la politique a toujours été à l'origine de nos malheurs. L'avenir dira si les politiciens haïtiens, dans une perspective électorale, vont encore une fois utiliser leur influence pour protéger des bandits qui ont causé beaucoup de tort à la société.